Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une histoire de titans, vraiment. Celle de deux légendes qui ont totalement sculpté le cinéma d'action, Bruce Lee et Bolo Yeung. Ah oui, là on est sur du très lourd. D'un côté le petit dragon, le philosophe, celui qui a révolutionné les arts martiaux. Et de l'autre, la bête de l'Est, une force de la nature, l'incarnation de la puissance brute, quoi. Exactement. Ils deviennent amis sur le tournage d'un film culte, Opération Dragon, une amitié qui est fauchée par la mort de Bruce Lee. Et pendant presque 50 ans, silence radio. C'est ça. Bolo Yeung, qui est un homme mais alors notoirement discret, n'a rien dit. Et puis tout récemment, il a accordé une interview. Un truc rarissime. Et là, il a partagé des souvenirs qui éclairent leur relation d'un jour complètement nouveau. Du coup, la question qui nous guide aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui, dans cette amitié avec Bruce Lee, était si important pour qu'il attende un demi-siècle avant d'en parler? Pour comprendre ça, je crois qu'il faut vraiment remonter aux origines. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ce que Bolo raconte, c'est pas juste une anecdote, tu vois. C'est le regard d'un maître sur un autre maître. C'est un regard d'égal à égal. Voilà. C'est de l'intérieur, ça nous force à dépasser l'icône, l'image un peu figée de Bruce Lee, pour enfin toucher du doigt l'homme, l'artiste martial, et à travers les yeux de quelqu'un qui l'a connu sur les tatamis, quoi. Et pour bien saisir la valeur de ce regard, il faut d'abord comprendre qui est Bolo Yeung. Son histoire, elle commence le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine. On est très très loin d'Hollywood. Ah oui, rien à voir. Il apprend le kung-fu avec plusieurs maîtres. Pour lui, c'est pas un sport. Non, c'est une structure, une philosophie de vie. Exactement. Et il s'est pas arrêté au kung-fu. Il s'est aussi mis au tai chi, ce qui peut paraître étonnant, vu son physique de colosse. Oui, on n'imagine pas forcément. Mais pour lui, c'était la pièce manquante, tu vois. Le travail sur la concentration, le côté méditatif. Ça nous dit tout sur son approche. C'était holistique. Le corps et l'esprit, ça doit avancer ensemble. Sauf que la Chine des années 60, c'est un endroit où l'avenir est plus qu'incertain. Il y a la montée du communisme, les troubles sociaux, et Bolo, il sent que son ambition est à l'étroit. Il sent qu'il doit partir. Et il prend une décision, mais digne d'un film d'action. Il s'enfuit vers Hong Kong en traversant une rivière à la nage. Un geste complètement fou pour une vie meilleure. Faut imaginer la scène. Il arrive dans ce Hong Kong de l'époque. C'était une colonie britannique, un carrefour bouillonnant, ultra-libéral par rapport à la Chine continentale. Un autre monde. Un véritable Eldorado pour quelqu'un comme lui. Et c'est là qu'il se trouve une deuxième passion, une deuxième discipline qui va forger sa légende. Le culturisme. Ah oui? Pour lui, c'est le complément parfait à sa maîtrise martiale, un moyen de sculpter son propre corps comme une arme. Et le résultat est... Spectaculaire. Il devient Mister Hong Kong et il garde ce titre pendant une décennie. Oui, on imagine que la compétition n'osait pas trop se pointer. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette force, c'était pas que de l'esthétique. C'était pas juste de la gonflette. Non, Bolo, c'était un maître de plusieurs styles du sud de la Chine, comme le Hung Gar. C'est un style très réputé pour ses positions basses, très ancrées au sol et une puissance explosive. Il combinait ça avec la discipline de fer du tai chi. Donc sa force n'était pas brute, elle était... Cultivé, contrôlé. Et cette combinaison unique, une maîtrise martiale authentique et un physique de demi-dieu, ça ne pouvait pas passer inaperçu à Hong Kong, surtout à l'époque des Shaw Brothers. Ah, l'âge d'or. Exactement. Il est très vite catalogué. Avec son regard impassible, sa présence qui remplit l'écran, c'est l'antagoniste parfait. Il n'a même pas besoin de parler, son corps parle pour lui. C'est ça. Et c'est là son premier tour de force, je trouve. Il aurait pu être juste une tas de muscles de plus, tu vois, un méchant de série B. Mais il a su donner une complexité, une gravité à ses personnages. Oui, il y a un poids. On voit pas juste un obstacle pour le héros. On voit un adversaire avec sa propre discipline, sa propre histoire. Ces personnages imposent le respect, même dans la cruauté. Ce sont des éléments qui font vraiment avancer l'intrigue. Et pendant que Bolo se fait un nom à Hong Kong, un autre destin se joue en parallèle, celui de Bruce Lee. C'est presque un miroir inversé, son parcours. C'est vrai. Il est né américain à San Francisco, il grandit à Hong Kong où il est un enfant star. Adolescent un peu turbulent, il est renvoyé aux États-Unis à Seattle. Et c'est là qu'il étudie la philosophie et la psychologie à l'université, un détail qui n'en est pas un. Non, ça en dit long. C'est là qu'il ouvre sa première école d'arts martiaux et qu'il commence à formaliser sa propre vision, le fameux Jeet Kune Do. La voix du point qui intercepte. Le nom, c'est déjà tout un programme. C'est une philosophie qui refuse les dogmes, les styles rigides. Sa phrase la plus connue, c'est « Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre ».
pour l'époque, c'est une révolution. C'est une hérésie complète dans le monde très codifié des arts martiaux traditionnels. Il fait une percée à Hollywood avec le rôle de Kato dans Le Frelon vert, mais il sent bien que son potentiel est bridé. Du coup, il décide de retourner à Hong Kong, au cœur de cette industrie qui explose, pour y imposer sa vision. Et c'est là, C'est là que leurs trajectoires vont enfin se croiser. Et leur première rencontre est... surprenante. Ce n'est pas dans un dojo, c'est sur le tournage d'une pub pour les cigarettes Winston. Incroyable. Mais le courant passe tout de suite. Ce sont deux passionnés qui se reconnaissent instantanément. Bruce voit en Bolo l'incarnation de la puissance pure, inébranlable. Et Bolo, lui, il voit en Bruce la vitesse, l'agilité fulgurante. C'est une admiration mutuelle entre deux artistes au sommet. Exactement. 1 an plus tard, Bruce Lee prépare son grand œuvre, une coproduction qui doit faire de lui une star mondiale. Il appelle personnellement Bolo Yang. Il lui offre un rôle. Ce film, c'est Opération Dragon. Et le succès est... Historique. Un budget de 850 000 $ et plus de 400 millions de recettes aujourd'hui. C'est fou. Et pour Yang Se, son vrai nom, c'est aussi une naissance. Son personnage s'appelle Bolo, et ce nom va lui coller à la peau pour toujours. Et c'est sur ce plateau que leur relation se cimente. Ils passent des heures et des heures à travailler les chorégraphies ensemble. C'est pas juste des acteurs qui suivent des ordres. Non, ce sont des concepteurs. Voilà. Ils échangent sur les techniques, sur la meilleure façon de rendre un coup crédible à l'écran. Bruce Lee, en tant que réalisateur des scènes de combat, il sait exactement ce qu'il veut. Et il voit en Bolo l'outil parfait pour mettre en scène cette opposition ultime de style. Et c'est toute cette alchimie, ce respect mutuel, qui donne un poids énorme à ce que Bolo a finalement révélé presque 50 ans plus tard. Dans cette interview de 2022, il raconte une anecdote qui s'est passée pendant le tournage. Il explique que Bruce Lee était défié en permanence. Des figurants, des techniciens, tout le monde voulait se tester contre la légende. Ça devait être terrible pour Bruce Lee. C'est un dilemme constant. Il est la plus grande star martiale du monde. S'il refuse, il perd la face. S'il accepte et qu'il blesse un amateur, il passe pour une brute. Il est prisonnier de sa propre image. Exactement. Et un jour, un figurant est particulièrement insistant. Vraiment lourd. Et Bolo raconte. Bruce ne voulait pas se battre, mais il se sentait obligé. La pression. La suite est racontée par Bolo, témoin direct. Ses mots sont simples et glaçants. Il dit « Il a donné un coup de pied à l'extra dans la tête et le combat était terminé. Bruce était trop rapide. » Waouh. Il le répète, comme s'il revoyait la scène. Sa vitesse était incroyable. Venant d'un type comme Bolo, qui est lui-même un monstre de puissance, cette phrase, c'est un hommage absolu. Et c'est là que le témoignage devient crucial. Que Bolo, le maître de la force, soit à ce point marqué par la vitesse de Bruce, ça nous dit tout. Il ne parle pas de sa technique, il ne parle pas de sa force. Il parle de cette qualité qui échappe à l'analyse classique. Et la vitesse, c'est ce qui annule la réflexion. C'est ce qui bat la puissance avant même qu'elle ait pu être déployée. C'est presque une autre dimension. C'est la reconnaissance par la force que la vitesse est une forme de perfection inaccessible. Les sources disent que Bruce Lee pouvait enchaîner 8 coups de poing en 1 seconde. Quand on entend ça, ça paraît abstrait, presque. Mais ça nous amène à sa technique la plus emblématique, le One Inch Punch, le coup de poing d'1 pouce. Et ça, ce n'est pas un tour de magie. C'est de la biomécanique pure. Les analyses montrent que son coup pouvait atteindre 190 km/h. 190. Ouais. La force générée sur une si courte distance était suffisante pour projeter un homme de 90 kg à plus de 5 mètres. C'est le résultat d'une coordination explosive de tout le corps, des orteils jusqu'aux phalanges. Chaque muscle est synchronisé pour produire une onde de choc dévastatrice. Quand on entend ces chiffres, on a du mal à y croire. On se dit que c'est du cinéma. Mais le témoignage de Bolo nous rappelle que non, c'était bien réel. Et ça nous amène à la question que tous les fans se posent depuis 50 ans. Ah, la voilà. Dans un vrai combat, sans règles, sans chorégraphie, qui aurait gagné entre Bruce Lee et Bolo Yeung? C'est le choc des titans par excellence. D'un côté, tu as Bruce Lee et son Jeet Kune Do. Vitesse, précision, fluidité. Sa stratégie, ça aurait été de ne jamais être une cible fixe. Danser autour de Bolo, utiliser son agilité pour entrer et sortir, frapper les points vitaux. La gorge, les yeux... Voilà. Des attaques rapides, chirurgicales. Il n'aurait surtout pas cherché l'échange de coups. Et en face, la stratégie de Bolo, ça aurait été quoi? On pourrait croire que c'est simple. Encaisser et attendre l'ouverture pour placer un coup dévastateur. Mais ce serait le sous-estimer. Son intelligence du combat, ça aurait été de réduire la distance, de coincer Lee dans un coin pour annuler son jeu de jambes. Le privé de son atout principal.
Exactement. Utiliser sa masse non pas comme un bélier, mais comme un mur mobile pour étouffer la vitesse de son adversaire. Et là, un seul de ses coups aurait pu changer la donne. Il y a une différence de poids colossale. Environ 100 kg pour Bolo contre à peine 68 pour Bruce. Alors, le verdict. Le verdict, c'est que la question n'est peut-être pas de savoir qui gagnerait. C'est de comprendre que cet affrontement, c'est l'incarnation du grand débat martial. La vitesse peut-elle démanteler la puissance avant que la puissance n'écrase la vitesse? Le résultat est imprévisible, oui. Mais la vraie réponse, elle est dans leur amitié. Leur respect mutuel prouve qu'au plus haut niveau, ces deux qualités ne sont pas rivales, mais complémentaires. Le respect de Bolo pour la vitesse de Bruce, c'est l'aveu qu'il reconnaissait en lui une perfection qu'il n'avait pas. Et l'inverse était sans doute vrai aussi. C'est magnifiquement dit. Leur relation, elle transcendait cette idée de rivalité. D'ailleurs, après la mort tragique de Bruce Lee en 1973, quelques semaines avant la sortie d'Opération Dragon, Bolo a eu cette phrase, d'une sobriété poignante. Il a dit « Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. J'ai eu le privilège de l'appeler mon ami. » Tout est dit. Tout est là. C'était la reconnaissance que leur lien, c'était celui de deux pionniers, deux âmes sœurs dans leur discipline qui s'étaient poussés l'un l'autre à être meilleurs. Et paradoxalement, c'est la mort de son ami et le succès planétaire du film qui vont ouvrir les portes d'Hollywood à Bolo. Un nouveau chapitre commence pour lui. En 1988, il décroche son autre rôle mythique. Shang Li dans Bloodsport, face à un jeune Belge qui allait exploser Ressim, Jean-Claude Van Damme. Et l'histoire se répète. Comme avec Bruce, il noue une amitié profonde avec Van Damme, basée sur ce vrai respect de l'artiste martial. Une amitié qui les amènera à tourner à nouveau ensemble dans Double Impact. On peut même se demander si sa performance inoubliable dans Bloodsport, ce n'est pas un écho direct de son expérience avec Bruce Lee. Shang Li, c'est la puissance à l'état pur, la force implacable. C'est presque un commentaire sur le type d'adversaire ultime que Bruce Lee lui-même aurait pu affronter. C'est tout à fait ça. D'une certaine manière, dans ce film, il a perfectionné le rôle d'antagoniste que Bruce Lee lui avait confié 15 ans plus tôt. Exactement, il a pris ce rôle de méchant et il l'a élevé au rang d'archétype. C'est pour ça que même si Bolo Yeung n'a peut-être pas eu la carrière de premier plan d'un Bruce Lee ou d'un Jackie Chan, sa place est unique. Indélébile. C'est une icône à sa façon. Il n'est pas juste un acteur, il est devenu le modèle de l'antagoniste charismatique, celui dont on se souvient autant, voire plus que le héros. Il a prouvé qu'un grand héros a besoin d'un grand méchant pour exister. En somme, ce que ces sources nous révèlent, c'est qu'au-delà des combats, au-delà des physiques impressionnants, la relation entre Bolo Yeung et Bruce Lee, c'était celle de deux artistes, deux amis, liés par un respect absolu pour leur art. Le témoignage tardif de Bolo, ce n'est pas une simple anecdote. C'est la clé qui nous permet de voir l'homme derrière le mythe, le petit dragon, à travers les yeux de la seule bête qu'il ait jamais considérée comme un ami. Et pour conclure, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Ces sources nous montrent deux maîtres qui ont utilisé leur discipline non seulement pour le combat, mais aussi pour créer des personnages inoubliables, pour transmettre une philosophie à l'écran. Et ça soulève une question essentielle, je trouve. Qu'est-ce qui définit vraiment une icône des arts martiaux? Est-ce que c'est seulement la capacité, réelle ou supposée, à vaincre n'importe qui dans un combat? Ou est-ce que c'est plutôt la capacité à marquer l'imaginaire collectif, à inspirer des millions de gens, par la seule force d'une performance, d'une présence et d'une idée?